Bonjour Clovis. Bonjour, mon cher Timiol. Comment vas-tu? Ça va pas. On dirait vraiment qu'on est en duplex d'un bout à l'autre du monde. Je vous suis. Oui, d'ailleurs, là, on Patrick. est en duplex. Est-ce qu'on n'est pas un peu en duplex avec le défilé du 14 juillet? On est complètement en duplex. On est Sauf que complètement. moi, je le suis pas. Je ne le suis jamais non plus. Alors, moi je le suis d'habitude, mais là, non. Parce Bah, que je suis censé faire un enregistrement de... Un podcast. avec un gars, un podcast. Eh oui, on est en train de rater Stéphane Bern, c'est dommage. Exactement. Et on est aussi en train de rater McFly et Carlito qui font de l'avion. Oui, et a priori, c'est bien. Actuellement, là, je suis en duplex des Champs-Élysées. Là, il y a des avions à hélice qui... Ah, et un avion de pompiers aussi. J'ai oublié le nom. Un avion incendié. Enfin, Hydraulique, là. Ouais, les avions qui crachent de l'eau. Il y en a un. Un caténaire, un catadère, Un catadère. une canadière. Mais si, un cathédère. Non, c'est pas une canadière. Avion. Ah non, c'est sûr que c'est pas canadien. Ah. Eh ben, il y en a quand même une rouge et jaune là. Enfin, un avion rouge et jaune qui survole les Champs-Élysées. Accompagné d'un petit avion à hélice. C'est très beau, c'est amusant. Enfin bon, j'ai... un bombardier. Bon, il y a un avion... Mais c'est un autre nom. C'est un nom genre cathédère ou... C'est marqué sécurité civile dessus. Bon, on saura pas si quelqu'un a la question. Un Canadair, voilà. Un Canadair. Bon, j'étais pas loin, j'avais juste rajouté voilà, un i en Canadair. Un Canadair. Canadair. Oh. Je sais pas. J'ai l'impression de chanson. Eh bien, alors, passer cette... déjà, on se présente, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Cette courte introduction. Je présente la personne la plus importante en premier. C'est Clovis, donc c'est moi. Mais c'est très vrai. Donc moi je m'appelle Clovis, Timiol s'appelle Timiol, et nous on fait des petits podcasts, où on parle un peu de notre vie, de l'actualité, enfin c'est très original tout ça, mais l'originalité de notre podcasterie, c'est notre personnalité, je dirais. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose à dire Timiol, mais... Je n'ai pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que je suis d'accord avec toi. Exactement, voilà. Maintenant qu'on s'est présenté, j'ai envie de dire, lançons le premier sujet, jingle. Second poteau, Pavard. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Je voulais parler du Tour de France. Ah mais alors tu sais que... c'est un peu vieux maintenant. Bah non, on est complètement dedans là. L'arrivée est dimanche prochain. Non mais la chose dont je voulais parler était un peu vieille. Mais vas-y, exprime-toi sur ce que tu allais dire. Eh ben j'allais dire que moi j'aime beaucoup le Tour de France. J'entends plein de gens dire ah c'est vraiment très ennuyeux, on s'endort devant, il se passe rien. Bon, on s'endort devant, ça c'est vrai. Mais c'est un sport dans lequel il se passe beaucoup de choses, mine de rien. Il se passe tout le temps des trucs. Pas tout le temps, mais il se passe souvent des trucs. Les étapes de montagne sont souvent des feuilletons de 6 heures remplis de péripéties et d'émotions et de stress. Alors moi qui ne suis pas trop le Tour de France à la télé, je pense que ce n'est pas ennuyeux ou ennuyant. Ça j'ai toujours du mal avec la différence. Ce n'est pas ennuyeux. Je pense quand tu connais vraiment comment ça fonctionne, parce qu'en fait les gens ils pensent que, même si j'y connais rien mais je vois peu le principe, ils pensent que c'est le mec qui va le plus vite en vélo qui gagne, mais en fait il y a des stratégies d'équipe où il bloque des gens, il y a plein de stratégies comme ça, c'est pas du tout t'as des lièvres, t'as des trucs comme ça, enfin c'est vraiment un sport d'équipe avec c'est comme par exemple, ça me fait penser, c'est comme le sport où il est fort là, Boss là, comment il s'appelle, Pierre-Ambroise Boss, le 15 mètres, Bossé. C'est quoi qui fait 15 000 mètres? Du 800 mètres. Oh, 15 000 mètres c'est beaucoup, hein. C'est du 800 mètres. 15 000... Et il fait que 800 mètres lui? C'est pas du 10 000? Non, c'est du 800. Du 800 mètres, le double tour de piste.
Mais non, parce qu'il fait plusieurs... Ah ouais, c'est double tour. Donc moi, je suis pas trop le Tour de France, donc je disais que c'est... Bon, quand tu t'y connais, il y a des stratégies et tout, c'est assez intéressant. Puis c'est un sport qui demande beaucoup d'investissement pour les athlètes et tout, donc il y a pas mal de sacrifices et tout, quoi. Et pas mal de dopage aussi, faut quand même en parler, mais bon, c'est pas le sujet. Oui, c'est une réalité, oui. Et Et en fait... Donc tu vois, t'imagines quand tu fais une course que tu t'es préparé pendant 1 an, voire 2 ans, parce que je sais pas si ça a été stoppé avec le Covid ou l'autre fois, il me semble. Ça a été retardé, ils ont couru en septembre. Ah oui, peut-être. Ouais. Au lieu de juillet. Enfin, en gros, c'est dur et tout, enfin, c'est un peu chiant et tout. Et là, t'as une conne avec Oli Poppy Mommy. Ah, c'est ça, c'est de ça que tu voulais Une conne, parler. on va pas dire une conne. Non, franchement, On va pas dire une conne, on va dire une dire. dame qui a pas fait attention. Enfin, cette action, le jour-là, était conne. Non, mais c'est On fait tous des conneries, mais en général, on le fait pas devant la télé. Oui, et puis surtout, on met pas en danger un peloton, quoi. Bah, c'est ça. Bah, il y a la mise en danger et il y a le fait que tu t'entraînes pendant hyper longtemps et t'en as, bah, ils sont... ça a totalement décalé... Enfin... je sais pas comment dire, ta journée elle peut être foutue juste pour ça, et donc après pour te rattraper c'est un peu chaud, quoi. Enfin, quand t'as fait une stratégie... C'est pire que ça. C'était la deuxième étape, les mecs se préparent pendant des mois pour cette course. Le Tour de France est, il faut le dire, la course de cyclisme la plus réputée du monde. C'est la plus grande course de vélo du monde. Et donc, c'est l'objectif, c'est le premier grand tour, parce qu'il y a 3 grands tours, il y a France, Espagne et Italie. Et voilà, donc c'est vraiment l'objectif de tout coureur de courir le Tour de France. Et là, la deuxième étape, la meuf flingue des saisons à certains coureurs qui ont dû annuler, abandonner, je veux dire, après cette étape-là, après cet accident-là. Donc c'est honteux. Ah, ils ont dû abandonner. Plus les gens du public qui ont pu être blessés. Ah oui, c'est clair. Même, il y en a qui ont été. Enfin, moi, je me souviens d'un truc, parce que montrer des panneaux avec des messages et tout, c'est rigolo. Je veux dire, c'est le principe aussi, tu passes à la télé, c'est rigolo. Ça, je suis d'accord. Mais je me souviens que moi, je sais pas si tu te souviens, on était allé voir le Tour de France dans notre ville, là. Ouais. Enfin, toi, tu y allais peut-être plein de fois, mais moi, vu que j'y vais pas beaucoup. Et au tout début, il y avait quand même un policier qui nous avait dit quand les gens passent, personne dépasse ce trottoir. Bah oui. Gentiment, il disait pas ça. Il nous avait dit ça. Donc c'est quand même que t'es prévenu, tu vois. Enfin, je veux dire, faut être con pour se foutre devant, quoi. Bah c'est surtout qu'il faut être très con pour ne pas regarder un peloton, c'est dur à quoi. estimer, quoi. Ouais, déjà en plus. Enfin, c'est peut-être la règle de base. Tu regardes le peloton. Enfin, c'est débile. En fait, cette meuf n'a vraiment aucune excuse. Bon, a priori, elle a été retrouvée par la police. Oui, parce qu'elle ou peut-être qu'elle s'est rendue, je sais pas. Bah, et tant mieux, la couverture médiatique de cette histoire n'a pas envenimé les choses, parce qu'elle a vite été calmée, donc ça c'est bien, pour éviter les représailles, parce que cette dame doit quand même être jugée par des instances normales et pas par les gens. Et donc... Ça, je suis d'accord, parce que ça peut finir... Je veux dire, c'est une bêtise que tout le monde peut faire, faut le juger, mais il faut pas faire un truc de harcèlement, comme ça aurait pu finir comme ça. Oui, c'est ça. Il suffisait d'aller traîner sur Twitter le soir même et le lendemain, c'était un peu l'ennemi public numéro 1, quoi. Et donc tant mieux si elle a été retrouvée, et tant mieux si elle a un peu disparu du paysage médiatique, c'est vrai. Exactement. Et d'ailleurs, maintenant je sais comment on dit Poppy Mamie en allemand. C'est vrai. Qui parlait pas, je suis content. Poppy Omi. Poppy et Omi. Poppy Omi. C'est si mignon. Ça se prononce comme ça, si ça se trouve, ça se prononce Oupi Oumi. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas fait allemand LV1, ni LV2, ni LV tout court. Moi non plus, mais je le ferai un jour. Voilà, bah c'était par rapport à ça, c'était ce que je voulais dire. Je sais pas si t'as d'autres exemples sportifs de gens qui ont bousillé des... Ah oui, si, bah il y a le mec à l'Euro qui a fait du deltaplane, du parapente. Ah mais alors ça, je l'ai raté, ça, dis donc. Bah ça, en fait, moi, on me l'a raconté, j'ai regardé la vidéo sur YouTube. Tu veux regarder la vidéo, faire une réaction en direct Mais je crois que je l'ai vu depuis, hein, mais genre, j'avais regardé... Didier Deschamps qui s'est ramassé un coup de lanière, ou je sais pas, il s'est ramassé quelque chose sur le crâne, où il s'est cogné en voulant éviter le truc. Ah ouais, non mais, purée, en fait, ça je viens de voir. Non mais le mec a failli tuer la moitié du stade, c'est débile. Et il a failli se tuer lui-même. Oui. Ah ouais, non mais là... Donc au début je parlais du Tour de France. Oui.
Parce que, attends, au début, je voulais juste parler du Tour de France et introduire un peu le Tour de France pour raconter une anecdote personnelle. Oh, d'accord. Sur le Tour de France, qui est peut-être pas incroyable, qui est peut-être interdite, et je sais pas si c'est prescrit ou si c'est vraiment interdit. Mais j'ai fait une chose interdite au Tour de France. Oh là là. Comme on est du niveau d'Opimomi là. En fait, t'es au courant qu'il y a un hélico au Tour de France. Il y en a 2. Et donc moi, une fois, le Tour de France, il passait par chez moi. D'ailleurs, la flaque où, je sais plus comment il s'appelle, la Tom Boden, il s'est pété la clavicule là. Ouais. C'était sur cette côte. Je sais pas si tu vois où c'est. Je vois la côte, ouais, mais je savais plus que Tom Boden s'était pété La côte des gens qui ont des cheveux orange. Bah, c'était pas là, mais c'était vers là, on va dire. Et je suis allé sur une côte, et sur la route, j'ai écrit un message avec une bombe, tu sais, les bombes fluo. Ouais. La nuit, la veille du passage. J'ai écrit un méga message hyper grand, j'ai fait des dessins et tout. Qu'est-ce que j'ai attendu le lendemain? J'ai attendu le filmage. Bah oui, évidemment. Et donc je vois l'hélico qui... Donc je regarde, je sais plus sur quelle chaîne c'était, mais sur France Télé, je vois l'hélico qui commence à filmer, qui filme tout, exactement toute la route et tout, exactement tout. Et là, juste quand il arrive sur mon truc, sur mon écriture, ça s'est stoppé. Bah... Et c'est passé à un con qui s'est pété la clavicule. Ah... à cause de Tom c'était genre Boden. alors on suit la descente, on suit la... Et puis après c'est oh attendez, il y en a un qui s'est pété. Chute à l'arrière du peloton. Voilà. Après je pense que peut-être aussi dès qu'il y a des écritures, ils filment pas un peu comme les strikers, peut-être aussi, mais c'est quand même au moment où il y a eu la chute. Quand tu regardes la vidéo, mais je me suis... Ça veut quand même dire que tu te rends compte que si t'avais fait ton truc 100 mètres plus bas, elle passait à la télé. Ouais, ou plus haut peut-être. Ouais, des fois le destin Plus haut, ça tient pas grand chose, hein. C'est fou. Ouais. Ah là là là. J'ai jamais pu voir le truc. J'ai jamais pu voir le truc vu d'en haut. Et puis il y a une autre histoire, c'est que quand on faisait notre repérage avec la personne avec qui on a fait ça, pendant la journée, ouais. On était avec nos bombes de peinture. Et là, qu'est-ce qu'on croit en fait? Enfin bon, c'est long à expliquer, mais la personne qui conduisait a fait une espèce d'erreur de conduite. Ouais. Qui s'appelle pas attendre au stop. Ouh. Mais vraiment par inattention, parce que la personne ne le fait jamais. C'est vraiment par inattention, c'est pas une... Et là, qu'est-ce qu'on croise? Une voiture de gens de policiers. Oh là 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 là, moins 4 points. Et on s'est dit, il y a eu la parano, parce que tu te dis, s'ils fouillent la bécane et qu'ils disent, bah, c'est quoi vos bombes de peinture là? Bah d'ailleurs, il y a des trucs écrits sur la route. Bah après, c'est pas interdit. Voilà, il n'y avait pas encore écrit. Enfin, quand il y a le Tour de France, c'est... Oui, mais je sais plus, je me demande si on n'avait pas déjà écrit les trucs sur la route avant, ou la veille, ou... Ah. Je sais pas si... Mais, enfin, je sais pas, après, c'est peut-être pas interdit d'écrire sur la route, je sais pas. Voilà. Je vais vous parler de mon retour à Disneyland Paris, puisque Disneyland Paris a réouvert. Ah, c'était fermé ce truc-là? Ça a été, évidemment, ça a été fermé pendant de longs mois, de octobre ou novembre jusqu'à, le mois de juin de cette année, donc 5 ou 6 mois de fermeture, ce qui n'était jamais arrivé. Ah ouais, est-ce que ça aurait pas été fermé à cause d'une pandémie? Impossible. D'accord, bon bah tu vois, je suis au courant. C'est possible, oui, tout à fait. 100%. Est-ce que vous aimeriez... Est-ce que vous aimeriez le podcast si on parlait comme ça? Waouh. On va parler comme ça maintenant. Si vous connaissez, vous allez rire. Vous connaissez... Vous pouvez... Est-ce que tu connais la vidéo Wingardium Leviosa? C'est pas Leviosa, c'est Leviosa. Leviosa. Allez, on peut mettre le son là, si les gens... Leviosa. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Ah, c'est marrant. Oui, mais pourquoi? Ah oui, et avant on parlait de ça parce que tu voulais pas. Alors vraiment, il n'y avait aucune transition. Il y avait vraiment, c'était... Je suis retourné donc à Disneyland Paris. Ah, Disneyland Paris. À Disney. Chez Mickey. Parce que c'était pas une pandémie. Je suis retourné chez Mickey. Donc ça a réouvert récemment.
Et tous les gens se sont rués, j'imagine, Alors pour déjà, aller voir Mickey et manger des bonbons. alors il y a plus que ça à faire, mais Disneyland Paris a donc réouvert le 17 juin et un mois avant à peu près, ou 2 mois avant, l'annonce de la réouverture avait été faite par le resort lui-même, et donc c'est déjà commencé. Et un jour avant que le général de Gaulle parle. Oui, tout à fait, exactement. C'est vrai. J'ai mis du temps à avoir le lien, mais c'est ça. Et donc déjà, il y a eu un petit drama avant parce que la communauté Disney est une communauté, on va dire, un peu... la moitié est composée de crevards. Et je dis ça parce que... Pourquoi Alors, c'est très crevards simple. économiquement ou des conservateurs Non, de crevards, je pense qu'à ma gueule. Voilà, je vais expliquer Ah oui, pourquoi. Parce qu'en fait... tu veux dire les fans de Disney qui sont dans la communauté des fans? Oui, c'est ça, la communauté de fans de Disneyland Paris. Parce que pour cette réouverture, Disneyland a mis en place des réservations de places, tout simplement. Donc en plus d'avoir ton billet ou ton passeport annuel, il faut réserver. Tu dis, je vais venir ce jour-là. Comme ça, Disneyland peut vraiment contrôler sa jauge de visiteurs, comme la jauge est réduite. Et tu peux te faire hyper arnaquer avec ça parce que tu sais pas qu'il y avait ça et t'as payé ton ticket et tu peux pas venir. Ou des gens peuvent réserver alors qu'ils viennent pas. Ça, oui, voilà. En fait, c'est ça le problème. Le problème, c'est vraiment la deuxième truc que tu as dit, c'est qu'en fait, ils avaient mis aucune limite. Donc, en fait, il y a des gens qui, le jour de l'ouverture des réservations, ont réservé littéralement les 3 mois. Tous les jours pendant les 3 mois de juillet à septembre. Pour être sûr que s'ils achètent un ticket en septembre, alors qu'au dernier moment, ils sont réservés, quoi. Exactement. Et comme Disneyland Paris te permet d'annuler ta réservation, je crois, jusqu'à 11h le jour même, tu as le droit de dire « je vais pas venir aujourd'hui ». Donc en fait, les gens ont foutu en l'air le système de réservation. Et donc... Petit coup de stress pour moi et pour plein d'autres gens. Il suffisait de traîner sur Twitter pour voir cette injustice. Et donc Disneyland Paris a bien réagi en disant on va bloquer à 3 réservations en simultané. Ça tombe bien puisque j'ai été 3 jours, donc c'était nickel. 3 jours, 3 réservations. Et donc on a pu aller à Disneyland Paris. Et là, quel plaisir évidemment de retrouver le parc et toute cette ambiance. Alors il a été beaucoup pas refait, mais restauré. Ah, mais c'est bien, tant mieux. Ils ont profité pour le... C'est ça, ils ont repeint plein de bâtiments. Et là, gros coup dur, moi je le savais, mais gros coup dur pour plein de gens qui ne s'y attendaient pas. Le château est tout bâché. Vous pouvez aller voir des photos sur internet. Alors ils ont fait un effort, vraiment la bâche est incroyable. La bâche reprend le dessin du château. Ils ont peint le château dessus. C'est de face, la perspective est vraiment bluffante. Mais bon, quand tu viens de loin, trompe-l'œil, quoi. Oui, c'est un beau trompe-l'œil. Mais quand tu viens de loin, ça te fout une petite claquouille. J'ai une question. Est-ce que ce château, quand tu le vois en vrai, il est grand ou c'est quoi? On peut habiter dedans? C'est qu'un truc en bois, en papier, en bois ou c'est quoi? Il y a quoi dedans? Ah non, il est en dur. Alors dedans. Il fait quelle taille? C'est un truc énorme ou c'est... Non, je crois que c'est peut-être le deuxième plus petit du monde parce qu'en tout il y a 6 châteaux. Et le premier château de Disneyland en Californie est le plus petit parce que c'est un château qui a 60-70 ans, donc bien sûr, on pouvait pas faire des trucs fous. Et je crois que ils veulent pas le reconstruire, j'imagine. Hein? Ils veulent le garder et pas le changer vu que c'est historique. Ouais, c'est ça, ils le changeront jamais. Je regarde en même temps, mais c'est un château qui doit faire quoi, 20 mètres de haut peut-être? Ah oui, c'est quand même assez haut. Assez haut, ouais, c'est vraiment un beau château. C'est un immeuble, quoi. Et même si c'est le plus petit, on dit que c'est le plus beau. Et vraiment, je trouve, quoique maintenant il y en a un nouveau qui a été fait à Hong Kong, et celui de Hong Kong est vraiment incroyable. Mais il paraît que Disney du Japon est incroyable. C'est le meilleur Disney, c'est dans tous les votes et tout, c'est le meilleur Disney. Alors, il y a 2 parcs au Japon. T'as le Tokyo Disneyland Park, qui est le parc avec le château, comme on a chez nous, qui est bien, mais sans plus trop. Mais par contre, il y a le Tokyo Disney Sea, qui là
est un parc unique déjà parce qu'il n'y a aucun autre parc thématisé de la même façon dans le monde. Et là, ça reprend un peu tout ce qui est en lien avec la mer. Et effectivement, il a la réputation d'être le plus beau parc Disney du monde. C'est vrai, tout à fait vrai. Ah. Eh ben, j'irai un jour. Mais je compte y aller un jour aussi. J'aimerais bien. Et dans le château, on peut habiter. Alors, dans le château, en fait, il y a déjà dedans, il y a 2 boutiques. Dévoile pas non plus les surprises. Non, je dis juste qu'il y a 2 boutiques. Il y a une espèce de petit étage qu'on met à l'intérieur, dans lequel on peut se promener. C'est souvent fermé, j'imagine, pour des raisons, je sais pas en fait. C'est souvent fermé. Peut-être qu'après la réhabilitation du château, ce ne sera plus le cas. Mais après, dans les tourelles, on peut pas se promener. Je pense qu'en fait, il n'y a pas la place parce que Disneyland Paris utilise beaucoup la perspective forcée. Oui, toi tu connais. Pour ceux qui ne connaissent pas, la perspective forcée, en fait, c'est que par exemple, sur une maison, on va faire 2 étages. Il y aura le rez-de-chaussée qui sera à une taille normale, avec un plafond, on va dire, à 2 mètres, 2 mètres 20. Et, dans les boutiques, on est plus proche des 2 mètres 50, je dirais. Et ensuite, l'étage au-dessus va faire plus que 1 mètre 50. Et le deuxième étage, ne fera plus que 1 mètre. Et du coup, quand on est en dessous, on a l'impression que c'est très haut. Enfin, c'est la perspective est forcée, voilà. En fait, en perspective, en dessin, en tout cas, on va dire en dessin, et même dans la vraie vie, plus c'est loin, plus c'est petit. C'est ça une règle de base de la perspective. Plus c'est loin, plus c'est petit. Oui, c'est ça. Donc, si tu rapetissis des distances qui sont censées être un peu plus petites, ton cerveau il a l'impression que c'est beaucoup plus grand. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, enfin moi je connais le truc, donc ça, en fait. je comprends très bien ce que tu veux dire. Non mais j'explique pour expliquer. Oui. Et d'ailleurs ça me fait penser que moi je suis pas... je suis peut-être d'un niveau un peu trop élitiste dans mes paroles, mais bon... C'est là qu'on voit que c'est pas les mêmes passe-temps, mais ça veut pas dire que ça a plus de valeur ou moins de valeur. À Rome, si vous vous baladez, vous pouvez aller voir un palais qui s'appelle le Palazzo Spada. D'accord. Dedans, il y a ce qu'on appelle la Galleria Spada. Et dedans, il y a donc la Galleria, il y a une collection de tableaux de la famille Spada. Oui. Ils ont des trucs très intéressants. Et surtout, il y a un espèce de jardin où il y a une statue qui est dans une espèce d'allée au fond du jardin, avec des colonnades et tout. Et en fait, tu peux pas... Quand tu la vois, t'as l'impression qu'elle est assez grande, cette statue. Pas immense, mais peut-être, je sais pas, 1 ou 2 mètres, un truc comme ça. Et en fait, la statue est minuscule. Ah, c'est le même principe, quoi. C'est un des exemples les plus connus de perspective forcée. Voilà, je voulais sortir ma science, mais bon, c'est la minute culture, un peu. Eh oui. J'ai trouvé la taille du château. Ah. Il fait, alors j'étais un peu à côté de la plaque, il fait 45 mètres, 5 de haut. La tour la plus haute, quoi. Ah ouais, c'est énorme. En fait. Le sommet du château est à 45 mètres. Après, il est sur une espèce de colline, donc... Bon, non, pas tellement. Ah oui, si, un peu. Mais bon, ouais, non. Mais quoi qu'il en soit... c'est une colline artificielle, un peu. Oui, c'est complètement artificiel. Il n'y a rien de vrai à Disneyland Paris. Ils ont tout... voilà, donc tu y es On y est allé. Alors déjà, oui, comme je disais, c'était... Je vois la bâche. Ah oui, je vous encourage. Mais c'est hyper beau, en fait. Ah non, mais c'est super bien fait. Il y a des fées et tout. Il y a les fées de Cendrillon. Oui. Ah non, vraiment, c'est hyper bien fait. C'est encore plus beau que quand il y a le château. Il est propre, il est tout propre. Et on n'a pas dit il y avait la bâche parce que il est en réhabilitation, il va être tout repeint, tout très beau, parce que l'année prochaine, il y a les 30 ans du parc, donc ils veulent un château tout beau, tout neuf pour les 30 ans. Donc du coup, revenons à nos moutons. Oui, on a été très très contents, très émus de retrouver le parc. Au niveau des gestes barrières, ils sont vraiment irréprochables. C'est vrai, je crois que c'est ce qu'on fait de mieux en gestes barrières en France. Ils mettent le paquet partout. Ils ont des trucs qui prennent ta température, non? Bon, il y a peut-être pas ça, mais moi.
moi je suis allé une fois, ils prenaient la température à distance. Hein. Bah et là- ça sonnait si il y avait une alerte si t'étais trop chaud. Et ben là, ils le de font pas. température. Mais quoi qu'il en soit, c'est port du masque partout, tout le temps, sans exception, parce que dans d'autres parcs de France, c'est par exemple donc quand on se promène à l'extérieur, pas besoin du masque. À Disneyland Paris, pas le choix, il faut le masque. Il y a du Ils gel ont hydroalcoolique partout, mais vraiment, il y en a littéralement partout. T'as des distributeurs dans tous les sens. Donc pareil, on peut se laver les mains tout le temps. Dans les restaurants, ils sont hyper irréprochables aussi. Enfin, la distanciation est bien respectée. Au sol, ils ont mis des gros patchs au sol qui disent pour respecter les distanciations, ne marchez pas sur ces patchs d'1 mètre de large. Et donc après, évidemment, les gens jouent le jeu ou pas. Réponse non, mais quelques-uns quand même. Mais voilà, vraiment, c'est un endroit où on se sent très en sécurité, alors qu'il y a littéralement des centaines de milliers de personnes en même temps, mais ça marche très bien. Bah voilà, est-ce que tu as des questions ? Bah non, je sais pas, est-ce que est-ce qu'il y a eu des activités qui ont été modifiées aussi? Ah ben oui. Ben oui. Ah non, j'ai une question. Enfin, finis de répondre à ma question, mais j'en ai une importante. Eh ben, il y a plus de spectacles pour l'instant. Et ça, c'est très dommage parce que Disneyland Paris propose des spectacles vraiment géniaux. Si vous avez l'occasion un jour de voir Mickey le magicien, c'est incroyablement super. Mais du coup, en ce moment, il n'y en a plus. Il n'y a plus la fameuse parade que tout le monde connaît. Il n'y a plus le spectacle de la fin. En fait, à l'inverse, pour proposer des petites animations dans le parc, sans prévenir, donc c'est impossible de trouver un programme, il y a des mini-parades de 1 ou 2 chars avec des personnages dessus qui passent, mais vraiment c'est furtif, ça passe 5 minutes et puis salut. C'est juste pour qu'il y ait de l'animation mais que les gens ne se regroupent pas. Et donc il y a un char de Alice au Pays des Merveilles, il y a un char avec les personnages connus, il y a Mickey, Minnie, Dingo, Donald et Daisy, je crois, et Stitch, il y a Stitch aussi. D'accord. Et il y a le char des princesses, voilà. Tout ça est très mignon. Et puis vraiment, ça met de la vie dans le parc. Alors qu'avant, c'est vrai qu'en dehors des spectacles que j'ai dit, la parade et tout, c'était un peu plus vite. Je trouve que c'est un ajout qui mérite de rester quand la situation deviendra normale. Ouais, les petites parades. Je sais que aux États-Unis, ils faisaient, parce qu'en fait, j'ai vu ça sur YouTube. Sur YouTube, t'as des vidéos de gens qui se sont demandés en mariage à Disneyland, et en fait, c'est organisé. C'est organisé où t'as un espèce de. Je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, un espèce d'happening où t'as plein de gens qui d'un coup vont danser et chanter là. C'est un nom, ce truc-là. Je l'ai flash sur le mob, bout de la langue. voilà, un flash mob. Voilà, oui. Flash mob. Et c'est plutôt à la mode maintenant, mais. Et c'est comme une espèce de flash mob. Et puis tout le monde chante bien, et en fait tu te rends compte qu'ils ont tous un micro et que c'est des gens de Disney un peu quoi. Ouais. Et donc t'as un happening comme ça qui se fait, et en fait, le truc que les gens ont pas compris, que moi j'ai compris parce que c'était toujours les mêmes mecs sur les vidéos, c'est que même les gens qui se marient, c'est des acteurs. Les gens qui, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc toi t'es content, tu te dis, oh bah j'ai vu des gens qui ont fait un mariage, qui ont voulu faire une demande en mariage. Et bah ils devraient faire ça en France, mais je sais pas si ça marcherait trop parce qu'on n'est pas trop l'esprit. Mais là-dessus, il y a sur Disney+, il y a une série un peu télé-réalité qui parle justement des mariages à Disney. Je l'ai pas regardé. C'est pas mal ça. Mais... Franchement, bon, moi je m'en fous un peu des mariages et tout, mais c'est pas mal, si t'aimes bien, c'est vraiment pas mal. Ah oui, parce que ça joue vachement sur le côté les filles sont des princesses. Bon, du coup c'est très cliché et pas très 2021, mais bon, après les filles sont des princesses, etc. Tout ça, le conte de fées, et voilà. C'est à l'américaine, j'imagine. C'est hyper américain. Ouais. Après, tu peux le voir. Là, c'est l'esprit Clovis encore gentil qui va revenir. Tu peux le voir aussi pour un peu te foutre de la gueule de ces clichés, justement. En fait, tous les gens. Pas des gens, mais tous les gens que je connais qui ont regardé l'ont regardé vraiment en second degré pour se moquer de ces gens. Oui, voilà. Souvent des gens très fortunés. Moi, ça serait pas. Qui clairement jettent leur argent par les fenêtres avec ce genre de petit événement. Et ça, ton château là de La Belle au Bois dormant, ça me fait penser à un truc. Oui.
c'est que, je sais pas si t'as remarqué en regardant les Disney, c'est que La Belle au Bois dormant, graphiquement, c'est très particulier. Oui, je le sais. Et c'est très beau d'ailleurs dans ce style. Ouais. Et a priori, si j'ai bien compris, c'est parce que au moment où ils ont fait ce film, en fait, tous les grands un peu dessinateurs et chefs artistiques de Disney étaient sur d'autres projets. Et donc ils se sont inspirés d'un peintre. Alors, je vérifiais ça tout à l'heure, qui s'appelle Eyvind Earle. Alors, ce nom me dit quelque chose. Alors, il y avait aussi une femme, il y avait aussi une graphiste féminine qui a beaucoup joué, mais je sais plus du tout son nom, mais qui est extrêmement connue, qui a beaucoup joué dans Disney et qui s'est inspirée de ce style. Et c'est vraiment ce style très particulier d'aplat et de. Oui. Donc voilà, si vous voulez regarder un peu, Eyvind espace E-A-R-L-E, Eyvind Earle. Et voilà, enfin, c'était juste ça, on s'en fout, mais bon, c'était pour la Non, c'est intéressant, parce qu'on a le plus beau château. Ouais. Et j'ai une question d'ailleurs par rapport à Walt Disney. Oui. Je le dis, on est entre nous. T'es resté 3 jours, mais est-ce qu'on peut dormir là? Et toi, t'as dormi là ou non? Est-ce que c'est pas hyper cher et c'est de l'arnaque ou... Alors, bien sûr que les hôtels, il y a des hôtels Disney. Les hôtels sont immensément chers, bien sûr. Le moins cher, c'est les hôtels Cheyenne et Santa Fe, qui sont des hôtels 2 étoiles, mais c'est 2 étoiles, on va dire Disney, donc ça équivaut à des 3 étoiles dans un service normal. Mais bon, ça, admettons, passons, c'est pas important. Ça vaut combien? Mais justement, c'est à peu près 200 € la nuit. Avec, ça fluctue beaucoup, hein, mais c'est à peu près minimum 200 € la nuit pour une chambre de 4. Les chambres minimum, c'est 4. Après, on peut y dormir à 2, hein, bien sûr. Et dans ce tarif-là, on a évidemment quand même le parc pour les 2 journées, les 2 parcs de jour. Mais c'est évidemment que c'est très cher, là je l'accorde tout à fait. Dans les 200, on a le ticket pour le parc. Oui, quand même. Bon, c'est pas si cher, hein, parce que 200 divisé par 4, on est à 50 € la nuit, c'est pas non plus un truc de malade. Hein. Par contre, oui, quand on est plusieurs, quand on est 4, ça devient vite accessible. Mais comme je disais, pour une famille, par contre, c'est méga cher. Mais... Ah bah oui, mais à part si les enfants travaillent. Et ça, je te disais, c'est les hôtels les moins chers. Parce qu'après, il y a les hôtels, je le fais de tête, il y a les hôtels Newport, P-Club et le Sequoia Lodge. Ah, est-ce que c'est un rapport avec des séquoias? Un rapport, oui, parce que c'est vraiment le parc qui est en plein dans la forêt, complètement dans la forêt. Ils ont une forêt, ouais, c'est un truc de malade ça. Ce sont des hôtels un peu plus chers, avec piscine et tout, enfin des trucs plus cool. Moi, j'aimerais bien y aller un jour. Eux sont nettement plus chers et je pourrais pas te donner les prix. Après, franchement, je pense, en imaginant que t'aies énormément d'argent, je sais pas, que tu gagnes un jeu concours, je sais pas quoi, je pense que tu te fais une vraie semaine de vacances dans le truc de luxe et tout, ça doit être pas mal. Hein. T'es dans un autre monde. Hein. Ah ben carrément. Je pense, Même moi j'ai déjà été dans l'hôtel Cheyenne, qui est un hôtel de cow-boy. Et ben déjà il est plutôt cool. Et ensuite, on continue dans le plus cher. Il y a l'hôtel. Alors celui-là, je peux te raconter un peu plus. Il venait de réouvrir parce qu'il avait été en longue réhabilitation. C'est l'hôtel New York, dont le nom complet est New York The Art of Marvel. Donc en fait, c'est un hôtel thématisé sur New York. Donc c'est comme un grand building de New York, avec comme s'il y avait une exposition Marvel. Et il y a vraiment littéralement une exposition Marvel dedans. Donc t'as plein de toiles plus ou moins grandes d'illustrations Marvel, des super-héros. Et il y a aussi 3 armures d'Iron Man, vraiment à taille réelle. Il y a le bouclier de Captain America qui est exposé. Il y a 3 boucliers de Captain America qui sont exposés même. Voilà, c'est un très bel hôtel qui est hyper cher lui aussi. Et je terminerai par, évidemment, l'hôtel que tout le monde connaît, celui qui est à l'entrée, le Disneyland Hotel, qui lui est un palace, non, qui est un 5 étoiles, mais qui vise à être un palace d'ici quelques années. Et lui, par contre, c'est 1 000 € la nuit, c'est une blindasse totale, mais il est joli. Purée, 1 000 € la nuit. Mais donc,
si vous avez un budget beaucoup plus restreint, il y a plein d'hôtels dits partenaires qui sont un peu plus loin, mais qui là sont des hôtels normaux. Hein. Il y a un B&B, il y a des choses comme ça, des hôtels de grandes chaînes nationales. Et là, c'est beaucoup plus accessible. Et plus encore, il y a les hôtels... pas du tout, il y a les Airbnb, évidemment. Nous, on va souvent dans des Airbnb, parce que ça nous permet aussi de pouvoir se faire à manger le soir, qui sont pas loin parce qu'il y a plein de... Des Airbnb, c'est pas mal, ça. Il y a plein de petites villes autour de Disneyland Paris qui nous permettent d'accéder vite au parc. Donc les Airbnb, c'est vraiment le bon plan économique quand on veut faire un séjour. Donc ça me fait dire que si je veux faire de l'investissement, j'achète une maison à côté de Disney et... Ah, carrément. Tu peux te faire un investissement de fou parce qu'à mon avis, t'es plein toute l'année. Hein. Évidemment. Ah ouais, purée. Et moi, je me souviens, une fois, je baladais en voiture en France, et je me suis arrêté, je raconte ma vie encore, je me suis arrêté dans une ville, qui était très laide d'ailleurs. Enfin, c'était un peu une ville, c'était un petit village qui était vraiment laid, hein, extrêmement laid. Et en fait, j'étais juste à côté de Disney. Et donc, maintenant, je comprends pourquoi j'avais l'impression que c'était comme une ville, tu sais, une ville témoin un peu. Mais totalement, ouais. Mais c'est exactement. Et en fait, c'est parce que c'était que des Airbnb, quoi. Oui. Je pense, hein, après, je sais pas, mais... Les villes autour de Disney sont vraiment pas très charmantes parce que c'est des villes dortoirs où c'est quasiment que c'est quasiment que les employés de Disney qui vivent là, quoi. Donc c'est... Bah c'est exactement ça, c'est dans ce sens-là que je disais que c'est laid, mais je critique pas, je stigmatise personne, je le dis parce que c'est pas si, hein, mais c'est vraiment une ville dortoir et c'est des maisons, elles se ressemblent toutes, c'est même pas du lotissement, c'est du lotissement, tu sais, mais que... Enfin, c'est ça, ville dortoir, où tout se ressemble, t'as même pas de boulangerie, t'as reste. Non, c'est pas très sexy comme ville, mais bon, quand on fait un séjour, ça a le moyen d'être très pratique malgré tout. Oui. Mais voilà, par rapport à mon séjour à Disney, si tu as encore des questions, j'y répondrai évidemment. Sinon, on peut passer à la suite, si ça te dit. Eh bien, je n'ai point de questions. On a oublié de faire la musique du milieu. La Barry Music. Barry Music. Pour la Barry Music, je te propose d'écouter une chanson, une reprise du célèbre musicien artiste Gilbert Montagnier qui s'appelle évidemment les Sunlight des Tropiques. Sous le soleil des tropiques. C'est une chanson de Suna, je l'aime beaucoup et c'est une revisite très mélancolique et très douce de ce tube des années 80. Je vous propose de l'écouter et tu m'en diras des nouvelles après. Bon, je te cache pas que... Là, je vais dire un truc que je dis pas souvent. Je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai entendu de 2021. Oh. Et je déconne pas. C'est magnifique. Ah, je suis bien content de te l'entendre dire. Et quand je dis... Je suis un peu comme Christian Cordula, moi, quand je dis Ike dans Magnifique, c'est que c'est magnifique. Sinon, je dis... Je suis content de la faire. Ça, c'est de la belle musique, ça. Puis leur pochette, elle est belle. Oui, et je trouve que c'est vraiment la... C'est des beaux gens, ça. C'est aussi le truc que je me dis à ce moment-là, c'est que Gilbert Montagnier a écrit une chanson vraiment incroyable. Et peu importe l'interprétation, elle est ouf. Ah non, mais sa chanson, elle a l'air con comme ça. Mais moi, même quand j'écoute la sienne, quand t'écoutes vraiment les paroles et tout, déjà le gars chante hyper bien, Montagnier chante hyper bien, même si c'est pas trop le style, tu vois. Mais elle est magnifique, sa chanson. C'est une chanson d'amour. Enfin, tu vois, c'est pas. Les gens s'en rendent pas compte parce que c'est emballé dans un coffret un peu kitsch, mais. Mais c'est ça. Et... C'est comme le petit bonhomme en mousse. C'est une chanson dramatique hyper. Le petit bonhomme en mousse. Si un jour quelqu'un de sérieux fait un cover triste, toi en mineur ou je sais pas quoi, c'est la chanson la plus triste du monde. Il faudrait le trouver, On trouvera pour la prochaine fois. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Faudra la faire. On fera un podcast spécial cover. Ça peut être cool. En tout cas, quand la chanson est belle, les interprétations, déjà ça inspire les gens à faire des belles interprétations et voilà quoi. Et donc ça fait des belles chansons à chaque fois. Je suis d'accord.
Voilà. Et donc c'est beau. Et là, je veux te dire, l'argument qui prouve que je trouve ça bien, c'est que quand j'ai écouté, je me suis dit, ah bah je veux faire écouter ça à ma maman. Oh. Bah, merci beaucoup pour cette chanson. Et J'aurais bien voulu continuer, mais bon, faut bien avancer. Et bah de rien, de rien. Tu voulais maintenant nous parler d'une anecdote, tu m'as dit, je n'en sais pas trop plus. Ah oui. Bah c'est dans la musique aussi. On est un peu dans la musique. Ah, donc sur c'est une chronique culture. Ce très long. Bon, c'est pas culture, c'est société. Moi, je dirais. Chronique C'est société. pour ce très long podcast. Chronique société. Je regardais pour rester un peu connecté avec la populace, la plèbe, pour connaître les goûts de la plèbe. Et c'est le gros connard. Pour connaître les goûts de la plèbe, parce que je fais souvent, je regarde les tendances YouTube, tu vois. Ouais. Où j'écoute un peu les musiques. Bah, j'écoute pas trop. J'ai remarqué, finalement, j'écoutais pas trop le rap qui est dans les tendances YouTube. Alors, quand c'est du rap, je sais pas trop comment on appelle ça, mais genre un peu les deux gars là, hyper connus là, les plus connus rappeurs de PNL. actuel, là. Ouais, PNL, tu vois, quand c'est un peu ce style-là où les raps là, moi je m'en fous un peu, moi, mais Ouais, je suis pas fan. j'écoute Non. pas trop ça. J'écoute le rap. Moi, je préfère le rap conscient, tu vois. Oh là là. Genre Ouais. Kerry James ou des trucs comme ça. Non, mais Kerry James, par exemple, tu vois. Oui, je vois C'est très là qu'on bien. voit Ouais. qu'on est d'une autre génération, même. Et enfin, bon, on s'en fout. Et donc, j'écoute souvent les musiques et tout, hormis certains raps, mais ce que je déplore, hein. Et je regarde, je vois Grand Corps Malade, il fait une nouvelle chanson. Ah oui, je l'ai entendu. Il faut des jambons. Il faut des jambons. Alors, moi, Grand Corps Malade, je l'écoute plus trop depuis un moment, même si je l'aime bien, hein, mais j'ai déjà vu en concert d'ailleurs. Et quelqu'un comme ça, et non, mais il est ultra sympa en concert, ce mec. Oui, il est cool, ouais. Et il a fait une chanson et voilà, je trouvais que c'était pas mal. C'est une chanson un peu sur le... en fait, pour vous dire ce que c'est la chanson, c'est au tout début, on entend Fabien Lecoeuvre, Ah, que oui. moi je trouve hyper... Moi j'adore Fabien Lecoeuvre. Mais il était très drôle avant de touche dire pas mon poste, cette énormité. Il était très il est marrant. drôle ce gars, enfin je sais pas. Et qui dit qu'en gros, la chanteuse... Oshi. qui dit que les chanteurs de maintenant sont moches, et la chanteuse aussi est moche. Alors déjà, elle est pas moche. Je veux dire, elle est pas... Enfin, je sais hyper... Enfin, c'est même pas il dit qu'elle est moche, il dit... Je sais plus comment il dit elle est affreuse ou... Oui, il dit elle est affreuse et que personne ne met de poster de Oshi dans sa chambre. Parce qu'elle est trop moche. C'est ses propos. Oui, mais en plus elle est pas moche, hein, c'est ça le pire. Enfin, ça dépend comment tu l'as, mais je veux dire, c'est bizarre. Déjà, j'ai envie de dire que quand on dit que quelqu'un est moche, en vrai, il faut dire que plutôt ne correspond pas aux critères standardisés de la beauté. C'est plutôt ça qu'il Oui, faut dire. Et surtout, la beauté, c'est un ensemble, c'est-à-dire quelqu'un de talentueux, tu le trouveras plus beau. Psychologiquement, ça s'appelle l'effet de... Oui, ça en plus, ça c'est avéré, tout à fait. Fabien Lecoeuvre, lui, est beau, c'est vrai. Enfin, là, il est un peu vieux, mais c'est vrai qu'il est beau. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il se permet de critiquer. Enfin, beau. Non, il a vraiment aucune excuse d'avoir dit ces trucs affreux sur Oshi, je suis désolé. Donc voilà, moi ça m'a déjà, je trouvais ça méchant qu'ils disent ça. Ça me donne presque envie d'acheter un poster et de le mettre dans ma chambre. Je te promets, il faudrait faire un mouvement comme ça. Tout le monde est un poster. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'ont Ouais, fait, franchement. qui ont relayé ça sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, elle a quoi comme poster? On va regarder si ça se trouve, elle a des beaux posters. Bah, ces visuels artistiques sont plutôt travaillés, donc Je ça. suis désolé, je mets poster Oshi, la première image, elle est pas moche quand même là. Voilà, donc déjà, la chanson est bien de Grand Corps Malade qui fait des textes relativement simples en termes littéraires, on va dire, de figures de style et tout, mais très impactants. Donc c'est un style en lui-même, c'est de la retenue, on va dire. Et très impactant, et surtout son clip est bien dans la forme aussi, je trouve. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu le clip par contre. Tu regarderas le clip et tu verras, il y a du morphing et tout, c'est hyper bien fait. Ah, j'ai juste vu sa pochette où c'est une sorte de grand corps qui est malade. mannequin un peu quoi. Ouais, voilà, Oui. mannequinisé. En fait, tout son clip c'est ça. Mais c'est D'accord. vraiment pas mal. Franchement, je te promets, regarde, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien fait. Moi, ce que je me demande, c'est est-ce que Fabien Lecoeuvre, que j'aime bien malgré ce truc-là, est-ce que, que j'aimais bien avant, est-ce que Fabien Lecoeuvre, il dit il exprime là une opinion
que beaucoup de personnes partagent, ou est-ce que c'est juste lui qui est complètement con? Parce que si beaucoup de personnes partagent, ça peut être intéressant quand même. J'ai envie de dire, et peut-être que je me trompe complètement, mais moi je pense qu'il donne l'opinion d'une partie de la population vieillissante. Et notamment, il suffit de regarder un petit peu les stars actuelles de la musique française ou internationale pour constater qu'aujourd'hui, on va dire les jeunes générations s'en foutent de la beauté ou pas des artistes. Il y a plein d'artistes, hommes ou femmes ou autres, qui ne répondent pas aux standards de beauté et qui pourtant ont des carrières incroyables parce qu'ils ont un talent incroyable. J'ai même envie de dire, pas être beau dans le sens avoir une gueule et tout, mais dans le sens un peu pas beau, je suis sûr que ça te joue mieux, entretient mieux que si t'es édulcoré, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, certainement. Gueule, ouais. Et ce que certains disent, c'est être pas beau, mais après le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est, je veux dire, tu prends, par contre, tu prends, d'ailleurs il le dit, je crois qu'encore mal, il dit Aznavour, je veux dire. C'est ce que j'allais dire. Il était pas moche, mais c'était pas un mannequin, tu vois. Bah oui, il répondait, c'est ce qu'on lui a dit, avant qu'il explose, c'est ce qu'on lui a dit, t'es trop petit, t'es trop pas beau. Gainsbourg, pour lui c'est un personnage, mais lui il était moche, on peut le dire. J'ai le droit de le dire, je suis désolé. Moche physiquement, après t'as l'attitude, mais là franchement si on me dit pas qu'il était pas moche ce gars-là, faut arrêter. Non mais c'est vrai. Mais c'est clair qu'il y a plein d'artistes depuis même de l'époque que Fabien Lecoeuvre adule ou à la nostalgie, et il y a des artistes de cette époque-là qui étaient un peu les. Enfin, c'est clair que Edith Piaf, c'était peut-être. Je parle pas du style ou du talent, c'était la Oshi des années 50, quoi. Mine de rien, finalement. Donc il dit des conneries, mais il parle d'Edith Piaf aussi, comment il s'appelle Grand Corps Malade. Edith Piaf, elle était quand même pas très belle. Bah oui. Là on peut le dire. Dans les critères, mais comme elle avait une interprétation de malade, ça la rend belle. Mais c'est ça. En fait, la musique a cette capacité à passer outre la beauté. La beauté les canons de beauté standard. Standardisés au profit du talent. Si t'as du talent, tu peux faire carrière. Il y a peut-être eu un creux dans les années 90-2000 où il fallait vraiment correspondre à ces critères-là, mais avant et depuis Internet, depuis qu'on peut être connu grâce à Internet, tout ça a été balayé d'un revers de la main. Exactement. J'approuve. Je suis d'accord. Donc Fabien Lecoeuvre dit des grosses bêtises, évidemment, bien sûr. Bon, en plus, ça avait l'air d'être une petite radio, tu vois. Enfin, je pense que Fabien Lecoeuvre, il devait juste écrire un édito, et puis voilà, il a raconté une connerie, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais quand tu racontes une connerie, tu penses pas spécialement que Grand Corps Malade va faire un album là-dessus. Je pense qu'il ne fait pas un album, il a juste réagi. Cette mode un peu des chansons en réponse à des gens, ça me fait penser à... Je trouve que on voit plus trop ça. Enfin, hormis dans le rap, justement. Et encore, dans le rap de maintenant, vu qu'ils essaient de faire du rap... le rap PNL, où en fait, tu aurais... Enfin, c'est très métaphorique, leur texte et tout, mais c'est quand même moins engagé, j'ai l'impression. Et c'est peut-être parce que je comprends pas. C'est moins engagé politiquement et tout, mais il y a moins la mode de répondre à des gens comme ça, oui, c'est des vrai. Personnalités publiques en chanson. Et ça me fait penser, par exemple, t'avais la chanson de Jean Ferrat, je sais pas si tu connais. On dirait le Sud. Donc lui qui était communiste totalement... Non, on dirait le Sud, c'est... comment il s'appelle ? C'est pas Jean Ferrat, c'est... comment il s'appelle ? Attends, je note. C'est... Nino Ferrer. Ah oui, merde, pardon. En tout cas, Jean Ferrer, il a fait une chanson qui s'appelle Ma France. Qui est pas du tout une chanson comme Diams. Oui, voilà, mais qui est pas du tout une chanson comment dire, de nationaliste. Oui. En plus, il était communiste. Et oui, c'est peut-être pas Ma France. Enfin, il fait une chanson où il critique une parole de Jean d'Ormesson. Ah ouais. Parce que Jean d'Ormesson, même si maintenant... il est décédé maintenant, mais à la fin de sa vie, tout le monde l'aimait bien et tout. C'était quand même un mec hyper de droite, quoi.
Bah oui, oui. Enfin, ça me fait penser, il y a eu des chansons comme ça qui répondaient À des éditos, des trucs. Je trouve ça pas mal. En plus, quand c'est en chanson, tu vois, c'est pas des trucs de haine ou de harcèlement, Bah oui. je sais pas quoi, tu vois. Mais pour en revenir à Grand Corps Malade, il en est pas à sa première fois dans ce truc-là. Il avait fait il y a quelques mois. C'était peut-être au deuxième confinement, qui s'appelait Pas Essentiel. Et ça répondait carrément à quand les politiques du gouvernement avaient dit que la culture n'était pas essentielle. Ah oui. Et il disait en gros que les concerts, enfin, il prenait, je sais plus trop comment il le dit, mais en gros, voilà, il critique ça de manière plutôt second degré, en disant qu'évidemment c'est pas essentiel, donc on peut les laisser mourir, etc., etc. Enfin, c'était une chanson encore une fois très engagée, mais très juste. Bah, disons, enfin, ça dépend comment tu prends. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, mais bon. Alors moi, j'aime beaucoup la culture, donc disons que si tu prends vraiment la pandémie comme une guerre, bah c'est pas essentiel. Oui, évidemment, mais Quoique bon. ce que je dis est un peu faux, mais quand tu le prends dans une pandémie et tout, tu peux quand même faire des choses, arranger les salles, tu vois, faire des systèmes où tu peux protéger les gens qui peuvent quand même aller voir des concerts ou des trucs comme ça. C'est vrai que c'est un peu... C'était vraiment au moment du deuxième confinement où il y avait beaucoup trop d'approximations et de choses incohérentes. Au premier confinement, les artistes avaient globalement joué le jeu, hein. Et vu que tout était fermé et qu'il y avait aucun problème, et au deuxième, il y avait beaucoup trop de trucs qui étaient bizarres. Donc la culture a été littéralement sacrifiée au profit de d'autres trucs. Et le problème, c'est le mot essentiel, en fait. Mais je veux dire, Oui, c'est pas vital, voilà. C'est pas vital. Dans le même genre, c'est toi qui m'avais dit de la regarder, c'est la vidéo, presque le documentaire de In the Panda, qui est... Ah oui, tu l'as regardé ? Je l'ai regardé, ouais, et qui est assez bien fait dans ce truc-là. Ça parle que de cinéma, du coup, cette fois. Et je trouve que la narration de son documentaire est plutôt très bien faite aussi. Et ça permet aussi de comprendre la situation des cinémas et du cinéma français en général, pour montrer que c'est plus problématique que ça, d'avoir eu cette politique-là. Ah oui, bah évidemment. C'est pas seulement d'avoir fermé les salles de cinéma, quoi. Oui. Mais c'est toute une industrie, tout un... Ouais, c'est ça. Enfin, Oui, non, je comprends totalement. Donc on vous encourage aussi à regarder ce documentaire, qui est plutôt très bien fait. Et si vous n'aimez pas In the Panda, c'est parfait parce qu'on le voit pas. Voilà, un peu au début, et en plus même au début quand on le voit c'est bien. Enfin, on le voit des fois de temps en temps de dos, mais et on dit ça sachant que nous, on n'apprécie pas trop In the Panda. Sa personnalité en tout cas qui est transmise par les vidéos. C'est ça. Et peut-être que le gars en vrai il est sympa et tout, mais son personnage public nous ne l'apprécions pas trop nous deux. Donc si on dit que c'est bien, c'est que c'est vraiment bien. Ouais, voilà. Donc si vous avez 1h30 à occuper, ce documentaire est plutôt bien fait aussi. Et sans le savoir, on a fait des recommandations culturelles. Mais on fait que ça, nous. Ah là là. Attends, qu'est-ce que je peux te recommander d'autre Bah non, j'ai rien. Est-ce qu'on pourrait pas faire la musique de fin ? Oui, la musique de fin, si tu veux. Et donc, pour la musique... Bon, ça sera nul par rapport à la Berry Music. Mais bon, pour la musique de fin, je vais faire ce que je fais, c'est que j'ai une playlist sur YouTube des musiques que j'aime bien, que j'aime beaucoup très bien, ou que je trouve bien, originale et tout. Et il y a une musique... Alors, je te la mets. C'est une musique d'un chanteur qui est a priori hyper connu en Argentine. C'est genre le Brel d'Argentine, tu vois. Oh. Ou le Brassens plutôt. Le Brassens. Enfin, ouais. Mais pas le Brassens dans le genre il dit des cochonneries, quoi. Dans le genre ouais. Textuel. Tu comprends? Non, mais parce que... Un poète. D'ailleurs, c'est un mec qui est argentin, mais qui est un peu représentatif qui était représentatif du peuple argentin à l'époque, parce qu'il était un peu engagé politiquement. Che Guevara. Et sauf qu'en fait, il était d'origine turque. Oh bah dis donc. Alors, le seul truc, c'est qu'en fait, comme il était engagé politiquement et que j'ai pas trop compris son combat, si ça se trouve, en fait, c'est un gros connard, tu vois.
C'était Oui. genre un fasciste ou je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux Peut-être dire? qu'il a caché des nazis. Donc peut-être que vous allez vous dire, mais il est fou Clovis, il nous présente ce mec, c'est un connard. Bah oui, mais moi j'aime bien la chanson. De toute façon, on peut pas être un connard en faisant des belles chansons comme ça. Bon. Donc voilà, ça s'appelle No soy de aquí, ni soy de Ala. Alia. Enfin, Ala, le L mouillé et espagnol, que je sais plus faire. T'as pas dit qu'il s'appelait Jorge Cafrune. Jorge Cafrone. Et qui a été assassiné, hein. Ah, pas de par son chance. combat politique. Voilà, enfin, je vous lance la chanson maintenant. Eh ben, on espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, enfin tous les trucs en et vous en habituels, prie. à mettre plein d'étoiles sur iTunes. Et on se dit à la prochaine. Merci beaucoup Clovis. Et oui, bah merci Timiol pour ta sympathie et ton bagou intéressant, habituel, et ta belle chanson. Je mettrai maintenant sur mon CV que j'ai du bagou. Et il a du bagou, le bilabou. Voilà, moi j'ai envie de dire oui, bah au revoir, merci, voilà. Tout a été dit. À toi Jorge. À toi.